Pas d'ABS ni de direction assistée pour ces voitures fabriquées à Tullin, mais un charme certain et un petit supplément d'âme. Spécialisée dans la tôlerie, l'entreprise Devalier montre qu'elle a plus d'une corde à son arc. Lauréat des budgets participatifs 2023 de la ville de Grenoble, une mini-forêt urbaine méthode Miyawaki a été plantée dans le bien nommé quartier Beauvert grâce à des volontaires. Pour l'ombre, il faudra attendre encore un peu. Et puis le tribunal de commerce de Lyon a donné 6 mois de sursis à Vocorex. Un projet de coopérative par les salariés est à l'étude. Denis Carré, élu CGT de l'entreprise de chimie de Pont-de-Claix, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 11 mars 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 5, 4, 3, et puis c'est tout. Le compte à rebours de la zone à faible émission marque une pause pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. La métropole de Grenoble a ouvert lundi une consultation publique pour valider le report en 2028, au lieu du 1er juillet 2025, de l'interdiction des véhicules professionnels. Critère 2, fourgonnettes et camions diesel fabriqués après 2010 et essence après 2005. La métro explique qu'il existe une inadéquation encore trop importante entre l'offre disponible des véhicules à faible émission et les besoins des entreprises. Vous avez jusqu'au 10 avril pour donner votre avis sur le registre installé au siège de la métro, place André Malraux à Grenoble, par mail ou sur la plateforme participative de l'intercommunalité. Des moteurs qui répondent aux dernières normes de pollution, mais surtout une carrosserie et un look à faire pâlir tous les amateurs de belles voitures. Et c'est en Isère, à Tullin, que l'entreprise Devalier, spécialisée dans la tôlerie, réalise aussi des véhicules qui allient vintage et modernité. En voiture, avec Mirko Pesci. Comme un air de 50s dans ce garage de Tullin. Ici, 6 passionnés assemblent à la main un bijou de l'automobile nommé Mugello 375F, le premier modèle de Devalier, un constructeur tullinois. Ils viennent tout juste de terminer leur 15e voiture. Je suis passionné de voitures depuis tout petit. J'ai toujours aimé rouler différent et de ce fait-là, j'ai côtoyé des petits constructeurs et j'ai importé et homologué quelques véhicules originaux. Ce que j'aime bien, c'est ce look un petit peu cigare de toutes ces anciennes voitures de course. Et quand on roule avec ça, on a l'impression d'être un peu un Fangio sur la route. Depuis longtemps, Hervé avait cette idée en tête, créer sa propre voiture. Directeur depuis 40 ans d'une entreprise spécialisée dans le rangement, il a mis à profit les capacités industrielles de son usine pour fabriquer toutes les pièces métalliques du bolide. Avec l'aide d'un ancien concepteur des réservoirs des fusées Ariane, il modélise un prototype en 2019 et lance la commercialisation en juin 2023. C'est un petit roster sportif. Au niveau de l'homologation, la voiture est limitée électroniquement à 235 km/h. Et on fait un 0 à 100 en 4 secondes 6. Et on a des très très belles reprises potentielles. On se fait plaisir, j'ai un petit atelier de production. Le client va tout choisir, il va choisir bien sûr les couleurs du cuir, il va choisir tout l'habillage de sa voiture. À part les roues qui sont anglaises et la boîte de vitesse japonaise, la fabrication est française. La carrosserie est réalisée à Barbière dans la Drôme, la sellerie à Saint-Marcelin, le moteur d'1,6 litre vient du groupe PSA. Et le châssis, qui assure la solidité de la voiture, est fabriqué dans leur atelier. Beaucoup de petits constructeurs aujourd'hui qui se situent par exemple en Angleterre travaillent uniquement avec des sous-traitants et ne font que de l'assemblage. Ici, on réalise nos châssis au quotidien sans intervention extérieure. L'aluminium, la plupart du temps, les châssis sont rivetés, collés. Ça, c'est une technique qui est issue de l'aviation. Par contre, n'ayant pas ce savoir-faire, mais maîtrisant parfaitement la soudure, on a fait le choix de réaliser les soudures qui permettent d'avoir des ensembles très rigides. Et c'est ce que requiert une voiture performante et qui tient bien la route. Ce roadster de 680 kg nécessite 3 semaines de fabrication. Son prix, environ 100 000 €. En 2023, 8 exemplaires ont trouvé preneur et l'objectif pour les années à venir est de porter ce chiffre à 15 ventes annuelles. Et dans l'avenir, Hervé Vallier souhaiterait proposer une version électrique. Retrouvez-le dans l'émission Alpes Décideurs, actuellement sur Télé Grenoble et en replay sur notre site. Des conditions d'accueil dégradées aux urgences du CHU Grenoble-Alpes. C'est ce qui ressort d'un récent rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe surtout le délai d'attente des patients sur le site principal de la Tronche. Un tiers des séjours dépasse les 12 heures, dont 9% plus d'une journée. Chaque jour, plus d'une centaine de patients sont présents en permanence au CHU Nord, alors que le site est calibré pour accueillir 55 patients dans des box et des brancards.
Savez-vous planter les arbres à la mode de Miyawaki? Chênes, pubescents, érables champêtres, tilleuls, pommiers, aubépines ou sureaux deviendront grands grâce au chantier participatif engagé il y a quelques jours dans le quartier Beauvert à Grenoble. Une forêt urbaine créée selon une méthode bien particulière. Margot Vachero. La méthode Miyawaki ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, c'est ce procédé qui va permettre à une forêt de pousser au cœur du quartier Beauvert à Grenoble. Inventée par le botaniste japonais Akira Miyawaki, elle consiste à planter des arbres de façon très dense pour permettre une pousse plus rapide que la norme. Si on laisse un terrain comme ici, sans rien faire, si on veut qu'il y ait une forêt dedans, on va devoir attendre 200 ans à peu près. Et donc avec la méthode Miyawaki, qui consiste à planter de manière assez dense, donc là on met 3 plants par mètre carré, on met directement les herbacées, les arbustes et les grands arbres, et on prépare la terre avant la plantation. Notamment le fait de planter dense et de mélanger les différentes hauteurs d'espèces fait qu'elles vont se tirer la bourre un petit peu entre elles et donc pousser plus vite. À l'origine, c'était un immeuble qui devait voir le jour dans ce quartier, mais l'initiative a été abandonnée par la ville suite aux réticences des habitants. Et lors des budgets participatifs de 2023, le terrain a été réattribué au projet de la forêt Miyawaki. C'est ça qui est important aussi dans le budget part, c'est la pédagogie de pourquoi on ne fait pas les choses, pourquoi on ne peut pas les faire, pourquoi on peut les faire. Et en fait, c'est ça qui fait quand même qui fait société, parce que finalement, on leur explique et ils peuvent comprendre, expliquer aussi les difficultés que nous, par exemple, élus ou services publics, on peut avoir tous les jours dans nos idées. Des fois, les temps longs d'un projet urbain font que finalement, quand les gens sont là, c'est difficile d'accepter que les choses peuvent encore évoluer. On se l'est aussi dit nous, c'est-à-dire ne pas forcer les choses et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. L'implantation de la forêt est donc un moment de transmission entre 2 générations qui créent des souvenirs en faisant pousser cette initiative. Il y a un petit acte symbolique aussi dans le fait de mettre les mains dans la terre, prendre le temps de planter. Et derrière, pour les habitants qui sont venus là et qui ont participé à cette journée, en fait, à chaque fois qu'ils vont repasser devant ce terrain, ils auront peut-être une petite émotion et en même temps, en voyant en plus la forêt pousser, ils auront l'impression d'avoir contribué un petit peu à quelque chose dans leur quartier et quelque chose qui peut être assez important. Grâce à la méthode Miyawaki, la forêt du quartier Beauvert devrait voir le jour d'ici à 20 ans. Et avec l'opération Végétaliste à Ville, Grenoble offre également chaque année des arbres d'ombrage ou fruitiers pour particuliers et copropriétés. Les inscriptions arrivent au printemps. Un nouvel épisode dans le feuilleton Vencorex. Jeudi dernier, le tribunal de commerce de Lyon décidait de prolonger de 6 mois la période d'observation de Vencorex, l'entreprise de chimie de Pont-de-Claix, placée en redressement judiciaire à l'automne dernier. Un seul repreneur s'était manifesté qui ne prévoit de ne garder que 50 salariés sur 450. Mais les salariés, eux, qui se sont fortement mobilisés, espèrent pouvoir reprendre l'entreprise et créer une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Denis Carré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu à CGT chez Vencorex. Cette idée de SCIC, elle est venue comment ? Elle est venue sur le principe de ne pas avoir de réponse positive de l'État, déjà, premièrement. Une réponse de nationalisation voilà, que vous aviez faite et que de nombreux partis politiques avaient fait. On n'avait pas eu non plus d'industriels en fait, qui nous avaient fait des propositions de reprise. Donc, voyant toutes les portes se fermer devant nous, on a regardé les possibilités qu'on pouvait avoir. Et cette possibilité de SCIC est une solution. Sur le principe, en fait, il a fallu qu'on regarde quand même si c'était envisageable. On ne peut pas la lancer n'importe comment, donc on le fait bien évidemment parce que beaucoup d'éléments nous montrent que c'est jouable, mais qu'on aura des solutions à trouver. Voilà, donc la lutte a été dure jusqu'en décembre où la grève s'est finalement arrêtée. Ces solutions, qu'est-ce qui vous montre que c'est jouable ? Quels sont les éléments que vous avez pu réunir pour pouvoir envisager cette SCIC ? Alors le marché aujourd'hui est existant. Les unités sont en capacité de produire. Alors aujourd'hui, elles sont dans un état où il faut quand même les remettre en état, bien évidemment. Pour l'instant, l'usine ne fonctionne plus. Non, là, elle ne fonctionne plus. Il y a eu dernièrement les tolonates qui fonctionnaient. Donc c'est un produit final qu'on fait en bout de chaîne. Et un petit peu aussi la cristallisation de sel, pardon. Donc là, pour l'instant, on a tout arrêté puisqu'on est en manque de matières premières ou en finalisation de mise en sécurité de l'usine.
Donc voilà, oui, sur le principe. Donc les ateliers peuvent fonctionner, les salariés ont envie de travailler. Qu'est-ce qu'il vous faut? De l'argent peut-être? Alors aujourd'hui, il nous faut effectivement l'argent, c'est une obligation pour fonctionner, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut aussi des industriels. On n'est pas, nous, salariés, en capacité de faire fonctionner une usine comme celle-ci, surtout de la nature dans laquelle on est. La chimie, c'est de la chimie quand même lourde. Donc il nous faut effectivement des industriels qui ont la connaissance et qui ont aussi cette possibilité à ramener d'autres industriels au fur et à mesure et à trouver des clients. Et, alors aujourd'hui, on a plein de clients ou de fournisseurs qu'on connaît. Il va falloir qu'on aille les chercher et les convaincre. Donc aujourd'hui, on n'est bien que sur un projet. Donc la SCIC n'est pas encore lancée. Le projet est en cours. Donc à nous de faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir les ramener sur la table et réussir ou pas à lancer ce projet et de le mener à bout. C'est ce que vous faites en ce moment. Il y a des réunions régulièrement, quasiment quotidiennement. Le gouvernement, vous l'avez dit, avait dit non à une nationalisation. Mais là, est-ce qu'il vous soutient sur ce projet? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont là? Alors, il y a effectivement un petit changement auprès de l'État. Alors, apparemment, effectivement, de prendre la nationalisation n'était pas un intérêt pour eux. C'est dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup d'emplois en jeu. Ils sont toujours en jeu, d'ailleurs. Aujourd'hui, effectivement, sur le principe d'une SCIC qui pourrait avoir un intérêt d'aider financièrement donc cette SCIC. Donc du coup, si on arrive à trouver des industriels qui, bien évidemment, il faut qu'ils mettent aussi un petit peu d'argent du coup dans les investissements, l'État serait en mesure de nous aider. Vous aussi. avez déjà des pistes sur ces industriels ou c'est trop tôt pour donner des noms? Alors, pour donner des noms, c'est trop tôt. Par contre, les pistes, on les a, bien évidemment. Avant même de donner des noms, bien évidemment qu'on pense déjà à tous les acteurs qu'il y avait déjà auparavant. Ce n'est pas forcément les seuls, mais il va falloir qu'on arrive à convaincre tout l'ensemble des industriels qu'il y avait auparavant, grands et petits. Leur convaincre que la chimie en France, c'est encore possible. Ben oui. Aujourd'hui, le marché montre qu'on en a besoin. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une pénurie de chlore. Donc on en fabrique, mais la demande est plus importante que ce qu'on fabrique aujourd'hui, en ayant bien évidemment les deux unités, Pont-de-Claix et Jarry, donc aussi bien Vencorex que Arkema, à l'arrêt aujourd'hui. Donc c'était quand même des unités qui produisaient et qui vendaient du chlore. En tout cas, tous les surplus, on les vendait. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des marchés qui sont encore à pourvoir. Des salariés ont déjà reçu leur lettre de licenciement, je crois? Malheureusement, oui. Alors, si votre projet peut aboutir, que tout se passe bien, vous allez les embaucher peut-être? Alors ça sera une proposition, si le projet va à son terme, effectivement, ça sera une proposition qu'on fera, puisqu'on aura l'obligation, pour faire fonctionner à bien le projet de la SCIC, il faudra plus de salariés que ce qui aujourd'hui risque d'être présent d'ici une dizaine de jours. Puisque les lettres étant déjà parties, il leur reste malheureusement que 10 jours. Donc oui, on aura l'obligation de leur proposer, à eux de prendre le choix de revenir ou pas. Et puis, si on n'a pas le quota, on ira chercher avec des offres d'emploi qu'on fera dehors. Oui, la priorité, c'est d'abord de se tourner vers eux. Évidemment, c'est aussi la loi. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se rendra mercredi matin sur le site de Vencorex. C'est vrai que c'est une affaire qui a pris pas mal d'ampleur depuis ces derniers mois. Alors, c'est pas le premier, c'est sans doute pas le dernier à venir vous voir. Quel impact ça peut avoir sur votre lutte, ces visites de personnalités politiques, syndicales? On a vu Fabien Roussel pour le PC, Sophie Binet pour la CGT, Philippe Poutou du NPA ou Arnaud de Montebourg pour Arnaud Montebourg. À quoi ça sert toutes ces visites? Alors pour nous aujourd'hui, je ne sais pas l'impact qu'ils pourraient avoir personnellement. Maintenant, ils sont dans le monde politique. Tout aide est bienvenu. Donc c'est-à-dire que tous les contacts qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient politiciens, industriels, parce qu'ils connaissent aussi du monde un peu de partout. Aujourd'hui, effectivement, toute aide, on prend toute aide qui viendrait. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette obligation d'aller chercher au-delà de nos connaissances. C'est pas forcément évident de faire venir des gens connus, mais voilà, quand ils se proposent, bien évidemment qu'on prend et
Et voilà. Et puis c'est un impact médiatique quand même qui est assez important. Donc ça aussi c'est important. Ça nous permet aussi de nous montrer et de montrer qu'on a toujours cet intérêt de garder les emplois sur Vancorex, mais bien au-delà, parce que oui, justement, Vancorex, les premiers à vous avoir soutenu, ce sont évidemment les élus locaux, parce qu'il y a tout un enjeu vraiment important sur tout le territoire. Ah oui, tout à fait, oui. Là aujourd'hui, on a parlé depuis le début d'effet domino. On estime à plusieurs milliers de salariés impactés. On le voit d'ailleurs, l'effet commence déjà, puisqu'il a commencé depuis longtemps d'ailleurs. Arkema qui a fait quelques annonces. Aujourd'hui, ce n'est pas que Vancorex qui Arkema qui a décidé finalement de fermer complètement Arkema Jarret. Alors c'est une annonce qui fait effectivement, je ne sais pas comment il faut la prendre, si c'est réel ou pas. Aujourd'hui, il fait cette annonce, donc il faut la prendre quand même pour ce qu'elle est, malgré tout. Mais oui, effectivement, là aujourd'hui, nous on a toujours défendu les emplois, on va continuer jusqu'au bout, à partir du moment où c'est envisageable. On ne mettra pas les salariés en danger, si c'est pas envisageable, on arrêtera avant, mais tant qu'on peut y aller, on ira. Merci Denis Carré. Merci de m'avoir reçu. Dans le JT mercredi, je recevrai à votre place un syndicaliste devenu président. Il s'agit d'Aurélien Clavel, secrétaire général de la FDSEA 38, élu il y a quelques jours président de la Chambre d'agriculture de l'Isère. On passe à l'agenda avec la plus grande course de ski alpinisme au monde. Il s'agit évidemment de la 39e édition de la Pierramenta. Elle débarque sur Télé Grenoble à partir de mercredi matin 8h jusqu'à samedi 4 matinées pour suivre en direct et en intégralité toutes les étapes dans le Beaufortin. La Pierramenta rassemble plus de 200 cordées de 2 skieurs pour une course particulièrement exigeante et exaltante sur 10 000 mètres de dénivelé positif. Une soirée rap dans le cadre du mois de l'égalité de l'UGA mercredi soir à Ève sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Vous l'avez peut-être découverte lors de la saison 2 de Drag Race France ou de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Piche s'impose avec plusieurs talents. En première partie, les rappeuses Esk et Nasty avec pour terminer la soirée une scène ouverte rap et slam. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le trio Kazakh qui sera en concert mercredi soir à la Grange Michal à Gières. Et tout de suite après la météo. Excellente soirée à tous. Me montre le chemin. Je l'attendais dans mon destin.